Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de notre zone euro qui est de plus en plus en danger avec trois pays qui la menacent finalement, que ce soit l'Allemagne, l'Italie et bien sûr la France. On a eu la semaine dernière l'annulation, c'était une première historique du sommet franco-allemand et comme on le sait, la construction européenne avance avec le couple franco-allemand. Si l'Allemagne et la France ne s'entendent plus, alors là il y a des vrais dangers. Il n'y a qu'à lire aujourd'hui la presse allemande, écouter les dirigeants allemands ou encore les dirigeants de la Bundesbank, la banque centrale allemande, pour comprendre que sans mauvais jeu de mots, il y a de l'eau dans le gaz dans les relations entre la France et l'Allemagne. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Sur ce, l'Italie aujourd'hui, alors certains nous disent oui, elle va rentrer dans le rang, etc. Soyons extrêmement prudents. Madame Meloni pourrait justement appliquer son programme. Et là, ça sera un petit peu compliqué. Monsieur Macron a été la voir, mais clairement, on aura aujourd'hui des risques sur la stabilité, voire sur l'existence même de la zone euro. Et donc, c'est un petit peu le sujet du jour, avec parallèlement les perspectives qu'on peut attendre en termes d'activité économique. Alors, on commence tout de suite avec un graphique qui vient de sortir, entre guillemets, que je viens de faire, parce que les chiffres viennent de sortir, les chiffres des directeurs d'achat, vous savez, qui montrent où va l'activité dans la zone euro, en Allemagne, en France. On va voir ça dans le détail. Donc, on commence avec la zone euro, ce premier graphique, voilà, c'est assez dramatique. La récession se confirme, s'aggrave. On a ici donc l'enquête des directeurs d'achat. Donc, en vert, c'est dans les services, en rouge, dans l'industrie. Vous connaissez l'enquête, au-dessus des 50, c'est la croissance. En deçà, c'est la baisse de l'activité. Et bien, vous voyez que ça fait maintenant 3 mois, nous sommes en baisse d'activité généralisée. Là, c'est le glissement annuel du PIB, c'est la courbe bleue, donc qui va évidemment suivre. Si on regarde ce qu'on appelle l'indicateur composite, c'est-à-dire tout secteur confondu, toujours dans la zone euro, vous voyez, on se rapproche des 46. Donc, c'est des niveaux semblables à ce qu'on avait en 2021 ou même en 2020. Donc, après, évidemment, l'arrêt complet de l'activité, on a quand même un risque de récession grave dans la zone euro. Et parallèlement, si on regarde l'autre indicateur avancé de l'activité, qu'on appelle, c'est un indice allemand, ZEW, alors là c'est encore pire, c'est l'effondrement complet, on se maintient encore plus bas que pendant la pandémie, ce qui veut dire que le PIB de la zone euro pourrait s'effondrer de plus de 5%, c'est des chiffres complètement fous au cours des prochains trimestres, et évidemment ça ne va pas améliorer la situation économique de la zone euro, avec parallèlement, là aussi les chiffres sont sortis la semaine dernière, le creusement historique de notre déficit de la balance courante. C'est qu'habituellement, la zone euro avait cet avantage d'avoir des excédents commerciaux grâce à l'Allemagne, des excédents de la balance courante. Eh bien non, ça y est, ça s'effondre. Regardez bien, c'est assez incroyable. On est à 26,3 milliards d'euros de déficit de la balance courante juste sur le mois d'août. Donc le rare avantage, entre guillemets, qui nous restait pour la zone euro est en train de disparaître et en train de se transformer en déficit qu'il faudra bien entendu financer, ce qui ne va pas évidemment arranger les affaires de l'euro. Alors, dans cet ensemble j'en dirais, le maillon faible un petit peu de la zone euro, qui tire vers le bas, une fois n'est pas coutume, c'est l'Allemagne qui aujourd'hui subit la plus forte récession de la zone euro. Là aussi, les chiffres viennent de sortir. Toujours pour les directeurs d'achat, vous voyez, c'est très net, ça s'effondre. On a donc une forte baisse du PIB. Si on regarde l'indice ZEW également, toujours outre-Rhin, alors là c'est encore pire, on pourrait regarder bien avoir un effondrement de près de 10% du PIB de l'Allemagne au cours des prochains trimestres. Évidemment, l'Allemagne paye ses erreurs notamment en termes d'arrêt du nucléaire, donc il y a une crise énergétique dramatique, plus un arrêt de beaucoup d'industries, et parallèlement moins d'exportations vers la Chine, vers justement la Russie, et vers des pays qui finalement connaissaient une croissance forte dernièrement, y compris dans la zone euro, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'Allemagne est en train de souffrir. Parallèlement, on a annoncé l'arrêt de l'inflation, que ça allait commencer à baisser avant la fin 2022. Eh bien, pas du tout. Là aussi, dernier indicateur qui vient de sortir en Allemagne, vous savez comment on fait. On a l'indicateur des prix à la consommation, c'est la courbe rouge. Donc, l'inflation allemande, on est à 10%, c'est un sommet historique. Et les indicateurs avancés, ce qu'on appelle les prix à la production. Et c'est la courbe violette ici. Et bien voilà, on se maintient sur des niveaux de plus de 46%. Si on regarde aux normes Eurostat, on est même à quasiment 50%. Donc, pour dire qu'on pourrait atteindre très vite 12 à 13% d'inflation en Allemagne. Et je vous rappelle que l'objectif principal, justement, que ce soit de la Bundesbank et maintenant de la Banque Centrale Européenne, c'est une inflation à 2%. Donc là, on est extrêmement loin. Donc ce qui va aggraver ce qu'on appelle cette stagflation, ça veut dire une récession dramatique et une inflation qui reste forte. Alors dans ce contexte, quid de l'Italie, quid de la France? Alors d'abord en Italie, où la récession s'installe, on n'a pas encore les chiffres du mois d'octobre sur les directeurs d'achat, mais on a celui du mois de septembre, on est bien là aussi
en récession, vous voyez, sous la barre des 50, donc une forte baisse du PIB qui va certainement s'aggraver pour le mois d'octobre. Ce qui est problématique pour l'Italie, c'est que elle souffre énormément depuis des années, c'est-à-dire que le niveau du PIB aujourd'hui en Italie est encore 6,6% inférieur au niveau de celui de 2007. Vous voyez, je vous fais un graphique ici. Donc c'est le PIB en bas 100, donc en 2007, hors inflation évidemment. Donc la courbe verte, c'est l'Italie. On voit que malgré le redémarrage, on est toujours 6,6% inférieur à celui de 2007. C'est-à-dire que en termes de niveau, le niveau du PIB italien aujourd'hui est celui qu'ils avaient en 2000, il y a 22 ans. C'est assez incroyable. Alors si on regarde la zone euro, c'est un petit peu mieux, 8,5%. Même la France, 10,2%. Mais enfin, 10,2% depuis 2007, c'est pas grand-chose, évidemment, ça fait à peu près 0,7% de croissance par an. Donc nous y voilà, on va arriver maintenant à la France. Donc on a l'Allemagne qui souffre, l'Italie également qui est en danger. Et bien la France, c'est vrai que pour l'instant, elle résiste sur le front de la croissance. Là aussi, on a les indicateurs donc des directeurs d'achat qui viennent de sortir pour le mois d'octobre. Dans l'industrie, bien sûr, c'est toujours la récession. Dans les services, ça résiste. On le sait notamment grâce au tourisme. Mais néanmoins, si on prend tous les secteurs d'activité, on est proche de la croissance zéro. Là, on a ce qu'on appelle l'indice INSEE du climat des affaires. Vous voyez bien, c'est la courbe bleue, la courbe rouge c'est le PIB. On est bien autour des 0% de croissance, donc une activité extrêmement faible finalement, et ce, malgré le bouclier tarifaire. Parce qu'on pourrait se dire pourquoi la France résiste, parce qu'on a un bouclier tarifaire qui fait qu'on a l'inflation la plus faible finalement de la zone euro, on est autour des 6%, 5,6% si on prend les indicateurs de l'INSEE, mais attention, là aussi on ne peut pas éviter l'inévitable, et donc si on voit les indicateurs avancés de l'inflation, donc les prix à la production, vous voyez qu'on est à plus de 20, 27, 28%, on pourrait atteindre 10% d'inflation. Donc en fait, ce bouclier tarifaire n'a fait que gagner quelques dixièmes de points d'inflation, et surtout quelques mois, parce que les 10% d'inflation, nous allons les avoir. Par contre, ce bouclier coûte extrêmement cher. On est aux alentours des 60 milliards d'euros de coût de ce bouclier sur 2 ans, 2022-2023, et ça, sans compter l'effet sur l'augmentation des taux d'intérêt, on va en parler. Et donc c'est là le problème, c'est là que le couple franco-allemand est en train de se casser, parce que, évidemment, les Allemands ont fait des efforts pendant des années pour limiter leur dette publique, et bien nous, pas du tout. On continue le quoi qu'il en coûte. Je vous rappelle ce graphique incroyable, on a atteint donc un nouveau record de dette publique, 2916,8 milliards d'euros au deuxième trimestre 2022, donc un record, on sera bientôt à 3000 milliards. La semaine dernière sur BFM TV, justement, je disais que face au ministre du budget, que le 49.3, c'était pas le problème, le problème c'était le 3000. Et oui, le 3000 milliards d'euros qu'on va bientôt atteindre sur la dette publique, dans l'indifférence générale, sauf que finalement ça commence à nous coûter très cher. Alors, vous allez me dire, d'où vient cette dette? Comment on a pu en arriver là? C'est très simple, la dette c'est simplement le cumul des déficits. Or, nous, en France, la dernière fois qu'on a eu un excédent public, ça remonte à quand? Regardez bien, c'est le petit truc ici au tout début, vous voyez, 1974. J'avais 4 ans. Monsieur Macron n'était pas né. Vous vous rendez compte? Oui, Brigitte, effectivement, elle était née, ça c'est sûr. Sans mauvais jeu de mots, évidemment. Mais néanmoins, regardez, depuis que des déficits, c'est incroyable. Même quand on a eu de la croissance en 98-2000, eh bien, malgré tout, on n'a pas réussi à avoir un excédent public. On a fait la cagnotte à l'époque, et depuis, que des déficits. C'est ça qui fait cette dette publique, cette flambée, effectivement, de la dette est liée à l'augmentation des déficits. Alors justement, le budget 2023 vient d'être publié en France, donc on se gargarise, on dit oui, on va le stabiliser autour des 5% par rapport au PIB, ce qui est déjà énorme. Donc, alors justement, voyons les chiffres du budget, selon le gouvernement, on devrait atteindre 5% donc, du PIB, c'est-à-dire quand même 158,5 milliards d'euros en 2023. Alors le problème c'est qu'on le compare au PIB. En fait, pour être plus juste, il faudrait le comparer à l'ensemble des recettes de la puissance publique, parce que le PIB, heureusement, n'est pas complètement public, du moins pas pour l'instant. Mais on voit bien que si on compare aux recettes publiques, on est à 13% de déficit public. Ah oui, c'est comme si une entreprise faisait, une perte de 13% de son chiffre d'affaires. C'est évidemment énorme. Et bien entendu, ce n'est pas terminé, parce que pour arriver à ce chiffre, a priori optimiste, va-t-on dire, eh bien, le gouvernement fait une hypothèse de 2,7% de croissance dès cette année, donc dès 2022. Or, on va plutôt faire 2,2% de croissance parce qu'on va avoir une forte baisse du PIB au 4e trimestre, et parallèlement 1% de croissance pour 2023. Là aussi, ça paraît très optimiste. Donc, si on n'y est pas, on aura plus de déficit. Et puis, parallèlement, un petit problème,
les taux d'intérêt à 10 ans. Le gouvernement table sur 2,6% de taux d'intérêt à 10 ans durablement. Or, nous sommes déjà à 3%. Donc là aussi, le budget, du moins sur son volet de déficit, les recettes et les dépenses, ce budget est déjà caduc. Alors, il a été donc voté par le 49.3, mais néanmoins, on se rend bien compte qu'on a un problème de crédibilité de ce budget. Alors vous allez me dire, bon, on n'a peut-être pas le choix, regardez, même les Allemands font pareil. Oui, mais les Allemands ont réussi quand même pendant quelques années à faire des excédents publics. On le voit ici, c'est le comparatif. Donc en rouge c'est en Allemagne, en bleu c'est en France. Vous voyez que les Allemands ont fait des excédents publics pendant quelques années, même de nombreuses années, 7 ans au total. Après arrive le corona, donc eux aussi sont en déficit, mais beaucoup moins que nous. Donc c'est ça qui ne colle plus aujourd'hui. Ils ne sont plus à accepter ces écarts de déficit et surtout ces écarts de dette. Là aussi, les chiffres viennent de sortir dans la zone euro, ces chiffres harmonisés par Eurostat. Regardez bien, donc c'est vrai que ça a un petit peu baissé, là c'est la dette publique française, la dette publique allemande. Donc au deuxième trimestre 2022, c'est juste sur le trimestre, sur fin d'année ça va augmenter, mais néanmoins au deuxième trimestre 2022, donc 113% de dette publique par rapport au PIB en France, on sera bientôt à 115, et les Allemands à 67,2%. Vous voyez, quasiment 50 points d'écart. C'est ça qui ne colle pas. C'est pourquoi les Allemands aujourd'hui sont virulents à notre égard. En plus, ils ont une récession, donc ils ne sont plus prêts à faire ce qu'ils ont fait pendant des années, à avaler des couleuvres, à financer tout le monde. Alors bien sûr, les Allemands ont profité de la zone euro, mais néanmoins ils ont beaucoup exporté à l'extérieur de la zone euro, et maintenant ils disent non, enfin du moins ils disent nein, et ça c'est extrêmement dangereux, parce que justement, si l'Allemagne n'est pas là pour stabiliser la zone euro, alors là, il y a un vrai risque. C'est pourquoi aujourd'hui le danger, c'est pas forcément le Frexit ou l'Italxit, c'est plutôt le Jerxit, c'est-à-dire les Allemands qui claqueraient de la porte. Alors ils claqueraient la porte de la zone euro, bien sûr. Alors ils sont pas seuls, Là, je vous ai mis ici le comparatif de la dette publique par rapport au PIB. Donc on a bien sûr le top 5, Grèce, Italie, Portugal, Espagne et France. On voit que néanmoins, il y a beaucoup d'autres pays, bien sûr l'Allemagne, mais également les Pays-Bas, bien sûr, qui ont fait des efforts. Là, c'est sur l'Union européenne au sens large. Donc beaucoup de pays aujourd'hui, que ce soit de l'Union européenne et bien sûr de la zone euro, nous disent on ne peut plus continuer comme ça, avoir de tels écarts de politique budgétaire entre des pays qui, entre guillemets, se lâchent, et notamment la France, puis des pays qui font des efforts. Donc c'est ça qui ne colle plus, c'est ça qui est extrêmement dangereux pour la zone euro. Et puis surtout, le problème, c'est que jusqu'à présent, on avait la Banque centrale européenne qui achetait cette dette publique, ce qui a d'ailleurs généré l'inflation dès 2021, j'ai souvent dit ici même, j'ai averti, bien entendu, on ne m'a pas écouté malheureusement, mais globalement, ça a été le cas. Enfin, vous m'avez écouté, mais c'est les dirigeants, on va dire, du pays ou le dirigeant monétaire qui n'ont pas écouté malheureusement, et donc on le voit maintenant, c'est fini, le quoi qu'il en coûte est terminé, et donc les taux d'intérêt sont en train de flamber. On vient d'atteindre le 21 octobre, donc 3,03% de taux d'intérêt sur les obligations de l'État français à 10 ans. Ça rebaisse un petit peu au moment où je vous parle, enfin 3,03%, un sommet depuis avril 2012. Vous voyez qu'à chaque fois, on procède par saut. Alors parfois, ça se calme un petit peu, mais néanmoins, la tendance, elle est là. On est en train de vivre le krach obligataire le plus grave depuis 1986-87 en France. Et j'ai envie de dire, le drame, c'est que ce krach obligataire est en train de se généraliser. Alors bien sûr, on imagine en Grèce, regardez, on a ça y est dépassé les 5% de taux d'intérêt à 10 ans. En Italie, on n'est pas loin qu'à 80, 3,60 donc en Espagne, donc 3,03 en France, même 2,50 en Allemagne. Tout ça pour dire que ça y est, la fête est finie, donc les taux d'intérêt augmentent, ce qui va bien sûr générer un ralentissement encore, on va dire, de l'investissement, même une baisse des cours de l'immobilier, une baisse de l'investissement des entreprises, de la consommation des ménages. Alors, vous allez me dire, oui, mais les marchés boursiers s'en sortent. Oui, ils s'en sortent parce qu'ils se disent, si globalement il y a une récession, ça veut dire qu'il y aura moins d'inflation et donc on montera moins les taux d'intérêt. Vous voyez, ils sont focalisés sur les taux d'intérêt. Sauf que, bien entendu, s'il y a une récession, il y aura moins de revenus, donc moins de dividendes, et donc les marchés boursiers finiront également par en pâtir. Donc c'est là qu'est l'enjeu, et d'ailleurs on voit bien que malheureusement, pour les prochains mois, le vrai danger, ça sera la stabilité ou pas de la zone euro avec l'euro-dollar qui continue de baisser. Alors il a eu des petites phases de remontée, mais on voit bien qu'on est durablement maintenant sous les 1 $ pour 1 euro, et si ça ne s'améliore pas, on pourrait passer en deçà. Évidemment, le cas italien va être très important, voir si l'Italie rentre dans le rang ou alors si elle applique sa politique qui était annoncée, notamment un petit peu, je dirais, europhobe, tout simplement, disons les mots. Est-ce que Emmanuel Macron a réussi à convaincre la nouvelle première ministre italienne? Ça me paraît compliqué, donc toujours est-il que c'est ça qui va être la clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la zone euro est toujours en danger, et malheureusement, l'Allemagne ne veut plus assumer, ne veut plus payer pour tout le monde. L'Italie n'est plus prête à faire des efforts, notamment parce qu'elle a beaucoup réduit sa dépense publique.
contrairement à nous les Français, où nous on veut continuer de tout lâcher, je dirais sans vergogne finalement, mais ce qui commence à nous coûter très cher parce que les taux d'intérêt augmentent. Donc voilà, je suis désolé, évidemment, je dois vous dire la vérité, une situation qui va être un petit peu compliquée pour les prochains mois, jusqu'à la fin 2022, début 2023 pour la zone euro, mais il va falloir avoir le courage de prendre les bonnes décisions. Soit on sauve la zone euro, soit on ne le fait pas. Ce que j'ai écrit à la fin de mon dernier livre, donc Reset 2, d'ailleurs, qui est toujours en tête des ventes, merci beaucoup pour votre fidélité. Eh bien, soit on fait donc une fin de la zone euro organisée avec 2 zones euro, une premium et une avec des pays qui ne respectent pas les règles, ou alors la zone euro finira par exploser, et là ça sera extrêmement dangereux, avec bien sûr derrière des cataclysmes d'un point de vue de la hausse des taux d'intérêt, des marchés boursiers, et puis également bien entendu des citoyens, finalement avec une récession qui sera particulièrement dramatique. Donc ce qu'on demande simplement, c'est que nos dirigeants soit, encore une fois, arrêtent le dogmatisme, arrêtent le déni de réalité, regardent la réalité en face et prennent les bonnes décisions. C'est tout le mal qu'on peut nous souhaiter. Merci encore pour votre fidélité, portez-vous bien et à très bientôt.